Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle www.winebusiness.fr en partenariat avec B2Business Radio. Notre conférence du jour est parrainée par BDO. Elle a pour thème « Dirigeants d'entreprise, comment se préparer à la révolution de la durabilité ». Pour en débattre comme chaque mois, 4 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. Arnaud Naudan, Audrey Leroy, Sabrina Maggio, Romain Broutier. Et on commence tout de suite par une rencontre avec Arnaud Naudan, le président de BDO France. Oui, on est le 5e réseau d'audit et de conseil dans le monde. On est présent dans plus de 160 pays avec environ 110 000 collaborateurs. Et donc en France, on est présent dans 45 villes. On fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les métiers d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Et donc on est ravis d'être partenaire du club et de clôturer cette année 2022 avec un sujet qui effectivement est extrêmement important et qui nous tient beaucoup à cœur chez BDO. BDO, donc c'est une présence pour la France nationale, hein. Oui, on est à peu près partout, très présent en Île-de-France, en région Atlantique et en Rhône-Alpes, et on se développe maintenant dans le Nord et le Sud-Ouest, donc oui, on a quasiment une couverture totale sur le territoire français. Alors cette révolution de la durabilité, Arnaud, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis ensuite on passera la parole à nos experts, autres experts. Alors oui, tout à fait, donc je disais, c'est... Quand on a discuté du thème de cette conférence, on a choisi le terme révolution à dessein et on pense qu'effectivement on est en train de vivre globalement une révolution et que les entreprises vont devoir changer profondément la manière dont elles conduisent leurs activités. Alors pour différentes raisons. La première, c'est que l'Union européenne et les pouvoirs publics sont en train de mettre en place l'émergence d'une nouvelle forme de capitalisme. On dit une forme de capitalisme éclairé ou un capitalisme des parties prenantes. Mais on a un bataillon réglementaire qui est en train d'arriver. Et puis je laisserai mon éminente associé en parler. Mais globalement, l'Europe est en train, avec la taxonomie, la directive CSRD, dont on parlera dans le détail, les réglementations sur la finance verte, l'Europe est en train de mettre en place donc un cadre réglementaire qui va imposer une transparence accrue des entreprises sur leurs performances extra-financières, donc avec un objectif de faire converger performances financières et extra-financières, et donc avec un niveau de transparence sur ces informations qui va réellement amener les entreprises à devoir se transformer. Je pense que nous, en tant que cabinet de conseil, et qui plus est en notre qualité de société à mission, vu que j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais on est devenu le premier cabinet d'audit et de conseil à adopter la qualité de société à mission. Et donc un des engagements qu'on a pris, un des objectifs de mission qu'on s'est donné, c'est d'aider les entreprises à se transformer. On pense qu'effectivement les entreprises de demain sont celles qui adopteront une transition juste pour une économie qui sera plus durable, plus éthique et plus responsable. Et donc c'est notre rôle d'alerter déjà dans un premier temps sur cette révolution qui est en marche, une révolution qui va impacter de plus en plus d'entreprises. Aujourd'hui, les réglementations sur la performance extra-financière ne touchent qu'une catégorie d'entreprises, principalement les grands groupes. Et donc demain, comme on va l'expliquer, 50 000 entreprises en Europe seront touchées, 40 000 de plus aujourd'hui. Et donc il y a vraiment une nécessité, d'alerter les dirigeants, d'anticiper ces changements. Il y a encore un petit peu de temps, mais finalement, vous verrez le calendrier dont on parle, finalement c'est demain. Ça va arriver vite, quoi. Donc ça va arriver très vite, donc il y a besoin d'anticiper ces changements. Et puis je dirais, on va essayer aussi d'élargir le débat. La norme est une chose, et la réglementation va être un accélérateur de changement des entreprises, mais ce n'est pas la norme qui va nous sauver des enjeux climatiques. Notamment, et donc on a besoin d'appréhender la norme et surtout de donner du sens à la norme pour que les entreprises engagent leur transition qui nous semble absolument fondamentale aujourd'hui. Merci Arnaud. Audrey, quel est ton périmètre au sein de BDO France, que tu as rejoint il y a combien de temps? Ça fait 2 ans, 5 ans? Ça fait 3 ans que j'ai rejoint BDO, mais en fait j'ai commencé chez BDO il y a 13 ans. Ouais. Voilà, et donc aujourd'hui je suis en charge des activités ESG, donc E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Et donc effectivement ce soir l'idée c'est de faire le lien entre les enjeux peut-être d'abord économiques des entreprises et les enjeux de durabilité avec une orientation réglementaire pour éclairer ceux qui ne le sont peut-être pas encore sur ce qui nous attend d'un point de vue réglementaire en matière de durabilité. Allez, on commence sûrement par ce cadre réglementaire. Alors, je vais essayer de faire
simple de ne pas trop rentrer dans les détails non plus. Mais aujourd'hui, en France, les sociétés cotées de plus de 500 salariés sont déjà soumises à l'obligation de produire la déclaration de performance extra-financière. Demain, avec la directive européenne, la CSRD, qui a déjà été approuvée par la Commission européenne, l'idée va être d'abaisser ces seuils. Et donc de rendre obligatoire un équivalent des PEF un peu plus poussé pour les sociétés de plus de 250 salariés. Alors, en termes de calendrier, d'abord, les sociétés cotées qui sont déjà soumises à la DPEF devront, dès 2025, présenter ce rapport de durabilité sur les données 2024. Puis 2025, ce sont toutes les sociétés de plus de 250 salariés, comme je vous le disais, qui devront produire ce rapport. Voilà, donc déjà là, on se dit, effectivement, on peut penser qu'on a le temps, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place, puisque la directive européenne a été adoptée par la Commission européenne. Il faut maintenant la transposer en droit français. Ce qui se trame, c'est que grosso modo, cette directive sera transposée exactement comme elle est présentée aujourd'hui au niveau européen en France. Ce qu'il reste à définir aujourd'hui, ce sont les normes et le cadre applicable pour produire ce rapport de durabilité. Alors, qu'est-ce qui est attendu ? On a l'IFRAG qui a travaillé justement sur un jeu de 12 normes qui viennent couvrir à la fois des enjeux transverses de stratégie, de gouvernance, de processus d'établissement de ce reporting extra-financier. 5 normes qui touchent les notions environnementales, assez calquées sur la réglementation taxonomie, 4 normes d'ordre social et une norme de gouvernance. Donc on a plusieurs domaines de reporting et, là je vais effrayer tout le monde, 1144 données à fournir, dont 400 indicateurs obligatoires. Bon, maintenant que j'ai effectivement effrayé tout le monde... Plomber l'ambiance. Voilà. L'idée c'est de se dire, ok, on a cette réglementation, elle a un objectif principal, c'est d'engager de plus en plus d'entreprises vers le chemin de la durabilité. Elle a aussi pour objectif de donner davantage de cadres que la DPEF aujourd'hui en permettant la comparabilité des informations extra-financières publiées entre les entreprises d'un même secteur, par exemple. Mais maintenant, finalement, ce qui est peut-être le plus important ou le plus intéressant, c'est de se dire quel est le processus que je dois engager et quel est l'intérêt que je vais pouvoir trouver à engager cette démarche d'établissement de ce rapport de durabilité. Puisque aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, quels que soient les secteurs, sont confrontées à des difficultés de recrutement, à des difficultés liées à une crise énergétique, l'inflation, des difficultés aussi d'approvisionnement. Et finalement, quand on lit cette réglementation, elle oblige les entreprises à réinterroger un certain nombre de sujets qui vont toucher, par exemple, l'énergie ou les sujets de difficultés d'approvisionnement. Donc c'est ce que je vais vous expliquer en vous dressant finalement le processus à mettre en œuvre pour repenser justement ce reporting de durabilité. Déjà, la première étape, c'est de remettre à plat son modèle d'affaires, c'est-à-dire d'analyser toute sa chaîne de valeur en prenant en considération à la fois les éléments amont, c'est-à-dire plutôt, pour faire simple, les fournisseurs, la partie ressources humaines, qu'est-ce qui est attendu à ce niveau-là, et la partie aval, c'est-à-dire les clients. Et donc finalement, d'analyser tout le cycle de vie de ces produits, par exemple. Et finalement, en réinterrogeant tout ce modèle d'affaires, en le remettant à plat, ça permet à l'entreprise, deuxième étape, d'identifier ses parties prenantes et de venir les interroger pour savoir quelles sont leurs attentes. Une fois que ces attentes sont identifiées, on vient finalement réaliser une analyse de double matérialité. Donc ça, c'est un nouveau concept introduit par la directive CSRD qui vise non plus à considérer seulement les impacts de l'entreprise sur l'environnement, mais les impacts de l'environnement sur l'entreprise. Vous posez tout ça et vous identifiez finalement quels sont les principaux risques et opportunités auxquels votre entreprise est confrontée.
vous les hiérarchisez et vous venez finalement faire des choix stratégiques. Et c'est l'occasion peut-être de repenser, par exemple, un processus d'approvisionnement ou de réduire ses consommations d'énergie parce que vous aurez décortiqué votre chaîne de valeur, identifié des opportunités, des risques, et vous allez mettre en œuvre des plans d'action pour être pertinent sur la partie notamment durabilité, mais finalement avec aussi des enjeux économiques pour l'entreprise. Une fois que tout ça est identifié, 4e étape, vous définissez votre feuille de route au regard de ces normes établies par l'IFRAG, donc les ESRS. Et d'ailleurs, je vous donnerai une petite précision par rapport aux ESRS. Et donc cette feuille de route, elle vise à définir à la fois des objectifs à court, moyen et long terme, des politiques et des actions qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs, et les fameux indicateurs dont je vous parlais, qui vont vous permettre de mesurer l'efficacité de ces politiques mises en place. Un autre enjeu arrivera en parallèle de tout ça, c'est comment l'entreprise va réussir à collecter toute cette information, à la fiabiliser, notamment pour qu'elle soit jugée sincère et auditable. Je voulais vous ajouter une petite précision effectivement sur les ESRS. Aujourd'hui, l'IFRAG a soumis à la Commission européenne ses projets de normes. Donc, je vous ai parlé de beaucoup d'indicateurs, 400 indicateurs notamment obligatoires. Sachez que le premier jeu de SRS, il y en avait 40% de plus. Et aujourd'hui, ces normes ne sont pas adoptées par la Commission européenne. Donc, il pourra y avoir encore des évolutions à ce sujet, puisque la Commission européenne devra se prononcer sur ces normes en juin 2023. Donc finalement, on peut considérer qu'il existe une certaine convergence entre les intérêts économiques, la dimension ESG et la réglementation, qui arrive avant tout donc, pour structurer les démarches et permettre la comparabilité des informations publiées et inscrire les entreprises dans la durabilité de leurs activités. Donc je pense que s'il y a peut-être deux choses à faire en premier lieu pour les entreprises, c'est de réinterroger les modèles d'affaires, répondre ou chercher à répondre en tout cas aux attentes des parties prenantes pour servir la pérennité de l'entreprise et enfin choisir et définir les indicateurs qui seront pertinents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'engouffrer dans ce stress qu'on peut avoir à vouloir absolument produire tous les indicateurs parce qu'il va y en avoir beaucoup, mais plutôt justifier le choix des indicateurs qui sont pertinents au regard de la stratégie adoptée par l'entreprise. Super, parfait, c'est concis. Vous avez tout compris? Alors on continue. Je pourrais répondre à vos questions. Ça sera le cas tout à l'heure, Audrey. On peut peut-être servir des verres de vin. Oui, c'est en attendant. Merci Audrey en tout cas. Sabrina, donc c'est pas un secret, tu es vraiment italienne, voilà. Oui. Un petit mot sur, tu es arrivée chez BIC il y a en France il y a 3 ans, et avant tu as fait beaucoup de choses, notamment chez Engie. Oui, j'étais le CFO d'Engie pour 2 ans en Italie. Et après, avant, j'ai bossé 16 ans dans l'automotive pour une société américaine, Lear Corporation, toujours en Italie, un an aux États-Unis. Et après, j'ai rejoint BIC. Bon, j'ai démarré avec Diageo, déjà, le CPG. Ah oui. Ouais. Ça, c'est notre jeunesse, tout ça. Hein. Ah oui, exactement. Diageo, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et après, j'ai rejoint BIC en avril 2019, donc presque 4 ans. Et la société BIC, donc elle est cotée, et la famille a encore des droits de vote importants. Ah oui, exactement. Alors c'est une société française, mais c'est vraiment très internationale, multinationale. Donc on a 24 usines sur 4 continents. Le siège est ici à Porte-Clichy. Donc c'est française. Vous connaissez, je crois, hein, bien sûr nos iconiques stylos. Hein, alors le 4 couleurs, justement, ça représente combien du chiffre d'affaires? Parce que c'est Ah, bon, oui. Pour un directeur financier, non, en tout cas, est-ce que c'est encore significatif ou pas? Oui, je peux vous dire que fait des milliards de stylos, on fait, hein, en termes de units. Après, notre chiffre d'affaires, en total, c'est de presque 2 milliards, 1,9 milliard. Et donc là, oui, c'est très important, mais c'est encore plus important. Le numéro 1, c'est le cristal. C'est la vie cristal. Donc là, c'est iconique. Et récemment, on a même lancé, pour le Sustainable Development, on a lancé la version avec le foot en métal, rechargeable, dans la boîte de carton. Donc, voilà, c'est des excellentes idées de cadeaux de Noël. Alors, Sabrina, donc, tout ce cadre réglementaire décrit par Audrey, comment tu le vis?
Bon, alors, quel est l'enjeu en effet pour les sociétés, hein? Là, la vraie question est comment est-ce qu'on peut utiliser le développement durable comme chance, occasion de croissance? Parce qu'on sait bien que les consommateurs ont bien envie d'acheter près des sociétés qui sont respectueuses de l'environnement. Par exemple, l'étude de 2021 de GfK Kantar montre que dans le 2029, les acheteurs durables seront le 50% de la population entière, du monde entier. Donc une très grande opportunité pour les entreprises de facturation, de turnover, de business. En même temps, des défis de taille pour les entreprises, parce que le développement durable déjà demande des investissements et le retour n'est pas toujours tout de suite. Après, il faut faire face parfois à la pénurie des matières premières ou à prix plus haut, notamment la plastique non vierge dans ce moment a une demande qui est beaucoup plus haute de l'offre et dont les prix sont beaucoup plus hauts de la plastique vierge, donc c'est compliqué de prendre ce choix. Après, il faut développer une architecture de données très performante qui puisse délivrer des données scientifiques et des KPI qui soient fiables. Et ça, c'est aussi très important parce que le développement durable a besoin de financement et par des institutions qui bossent avec des données, qui ont besoin de données pour investir sur les projets. Et enfin, c'est très important d'avoir des données scientifiques pour prendre le bon choix, donc un choix durable et pas pour déplacer simplement le problème. Donc ça, c'est vraiment très aligné à ce que vous disiez. Après, ça veut dire dans ce cadre que pour les entreprises vertueuses qui sont vraiment engagées du côté de la stratégie, du côté des actions dans le développement durable, la directive représente vraiment une opportunité, enfin. Une opportunité de mieux monitorer ces impacts et aussi d'être reconnue officiellement en tant que vertueuse et donc être reconnue aussi par les consommateurs. Alors, nous, BIC, a vraiment la durabilité dans l'ADN parce qu'à partir de 1975, on produit des produits qui sont fiables, qui sont simples, qui ont le moins de matière nécessaire, en effet. Hein. Donc ça va déjà dans cette direction. Après, on a démarré notre parcours de développement durable dans une situation, dans une forme structurée, dans 1994, avec l'analyse de cycle de la vie de nos produits dans les 3 catégories. Parce que c'est les stylos, mais c'est aussi les briquets, c'est aussi les rasoirs. Et là, c'est exactement ce que tu disais. Donc là, tout démarre par comprendre d'où ça vient l'empreinte environnementale. Et nous, on a vu que 80% de notre empreinte environnementale vient de la matière, suivi par le processus de production qui est presque 12%, suivi par la livraison, suivi pour la fin de vie. Et donc là, nous a donné la priorité et la direction. Et donc, bien sûr, il faut bosser beaucoup sur les fournisseurs, sur la matière et sur tout ça. Après, en 2003, on a lancé une équipe dédiée dans l'entreprise. En 2018, on a lancé un programme qui s'appelle Writing the Future Together, qui est un programme qui publie et formalise les engagements de BIC sur le développement durable. Là, on a défini des KPI avec la participation de tous les parties prenantes de l'entreprise, tous les experts de l'entreprise, mais aussi on a intégré les recommandations qui viennent par les experts au dehors de l'entreprise, notamment la fondation Ellen MacArthur. Donc là, on a défini nos KPI et déjà à partir de 2017, on est soumis à la directive NFRD, donc de Non-Financial Reporting,
Donc, on a déjà nos KPI qu'on monitore, si on auditait et sont suivis chaque année. Alors, on a un système avec lequel on les suit, un système qui est plutôt connu, qui s'appelle Enablon. Là, on a des responsables de KPI locaux dans les régions, dans les pays, dans les usines, qui met les données dans ce système. Après, on a des responsables de KPI centraux qui les valident, qui les revoient, donc, qui sont l'interface des auditeurs. Et voilà, enfin, on produit déjà toutes ces informations. Alors là, le cœur pour nous, c'est vraiment ce programme de Writing the Future Together, parce que c'est vraiment là qu'on a les engagements qui se déroulent autour de 5 engagements. Le premier est de favoriser l'innovation durable de nos produits. Le deuxième est agir contre le changement climatique. Là, l'engagement est d'ici à 2025 avoir 100% d'électricité renouvelable. On est à 80% maintenant déjà, donc on est pas mal. Après, s'engager pour avoir 0 accident d'ici à 2025. Après, impliquer les fournisseurs dans une façon proactive vraiment au début. Donc, parce que, justement, comme Audrey te disait, c'est vraiment toute la chaîne, la end-to-end supply chain qui doivent être impliqués, qui doivent être alliés pour ces objectifs, cet enjeu. Et là, ça devient virtueux dans cette façon. Et enfin, s'investir pour une vie meilleure à travers l'éducation. Alors, si on parle du premier point, qui est vraiment le plus impactant, comme on a vu sur notre empreinte environnementale, favoriser l'innovation durable de nos produits. Comment est-ce qu'on fait face à l'économie circulaire avec notre philosophie des 4 R's. Alors, la première R, c'est réduire la quantité de matière dans les produits. C'est vraiment la solution primaire, ça. Donc, il faut utiliser moins de matière. Nous, on fait de la recherche, on fait de value engineering pour réduire l'utilisation de la plastique notamment. Ça, c'est notre défi. Et là, on démarre pas mal parce que la bicristal peut écrire jusqu'à 3 km parce qu'un de nos briquets les plus communs délivre 3000 flammes. Il y a encore des fumeurs Oui, il y a encore des fumeurs, mais nos briquets ne sont pas juste pour les fumeurs. Voilà, ça c'est important. Non. En effet, ils ne s'appellent pas briquets. Notre division des briquets, il s'appelle Flame for Life. Voilà, parce que c'est les bougies, c'est le barbecue, c'est toutes les occasions pour ça. Alors là, en effet, c'est pas une utilise unitaire de nos produits, donc on réduit déjà la quantité pour ça. Après, la deuxième art, c'est rechargeable. Donc, on offre la possibilité de recharger, par exemple, la couleur, par exemple, comme j'ai dit, la cristal, par exemple, la Gelocity. Nos rasoirs ont la tête rechargeable. Donc, on est vraiment dans cette direction-là. Après, recycler, la troisième art. Là, sur le recyclage, on a des engagements très forts. D'ici à 2030, 50% de nos plastiques doivent être recyclés ou alternatifs. Et d'ici à 2025, le 20%. Donc, c'est un engagement fort. Et 100% de nos packaging en plastique doivent être recompostables ou recyclables. Et là, on a de la recherche. À partir de 2014, on a sur 2 fronts. Déjà, on a un document, un catalogue de matières alternatives déjà disponibles qu'on met à jour chacun. Et après, on fait de la recherche avec les fournisseurs pour avoir des matériaux alternatifs, parfois particulières, par exemple la fécule de pommes de terre, par exemple la canne à sucre ou des fibres végétales. Donc vraiment chercher de sortir de la plastique. Voilà, et comme ça, on offre des gammes qui utilisent des matériaux recyclés comme la Big Evolution, Ecolution et Revolution. Donc, sont vraiment 100% recyclés ou 75% recyclés.
Enfin, c'est le recyclage. Alors, sur le recyclage, on a, à partir de 2011, un partenariat avec une société, une association, et on a récupéré 70 millions d'unités de stylos usagés qu'on a transformés en banques pour les écoles. Et là, c'est très bien parce qu'on fait la collecte dans les écoles et on donne le banc aussi avec de l'argent aux écoles. Donc, les enfants voient vraiment concrètement quel est l'impact de ces collectes de produits. Donc, c'est aussi pour la culture. Et ça sont les 4 arts. Et enfin, et aussi une chose importante, c'est pour les briquets. Alors, on a développé une machine, parce que nous, on développe aussi les machines pour faire les produits, qui peut faire le désassemblage des briquets, qui est très aussi dangereux, parce qu'on a du gaz dans le briquet, donc c'est pas facile, et recycler. Et ça, pour nous, c'est vraiment, on est vraiment fiers de ça, parce que ça va avoir un impact très grand. Et enfin, ce qu'on fait aussi est de produire près de consommateurs, parce que comme je disais, 24 usines dans les 4 continents, le 80% des stylos vendus en France sont produits en France. Le 100% des briquets et des rasoirs vendus en Europe sont produits en Europe. Donc ça réduit beaucoup l'empreinte environnementale notamment. Et enfin, après je me tais, donc on donne beaucoup d'importance le développement de nos produits et donc on a à l'éco-design. Donc on a développé avec un cabinet de consultants et d'audit un système qui est un scorecard qu'on appelle scorecard EMA, Environmentally and Socially Measurable Advantage. Ce système nous donne la valorisation, l'évaluation de notre empreinte environnementale. Donc, en donnant un nouveau produit, on met des informations, par exemple la quantité de produits recyclés, par exemple la longueur de vie, donc des KPI techniques, aussi des KPI chimiques, des informations sur la chimique. Et le système nous donne comme retour un ranking de l'empreinte environnementale qui nous permet de comparer avec le produit actuel. Donc on sait vraiment si ce qu'on est en train de faire va dans la direction de le développement durable ou non. Et donc on l'approuve ou non. Et on teste aussi les produits courants avec le même système à fur et à mesure pendant l'année. Et voilà, et ça c'est ce qu'on fait. C'est passionnant. Qui a déjà acheté au moins une fois dans sa vie un produit BIC ? Allez, ou utilisé, quoi. T'es pas loin de 100% quand même, Sabrina, bravo. Hein, Robin, un mot sur ton parcours et puis ce fonds-là, Raise, qui est assez étonnant, avec un duo chic et choc qui est toujours actif. Hein. Oui, bonsoir à tous. Romain Broutier, moi je suis le CFO, CEO du groupe Raise. On est un groupe d'investissement et d'innovation, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et pourquoi Arnaud et Audrey en fait, m'ont demandé de témoigner sur ce vaste sujet, parce que dirigeant, ce que vous êtes, comment préparer la révolution de la durabilité, moi j'ai envie de commencer déjà par la conclusion, puisque Audrey nous a posé le cadre. Mais en fait, je crois qu'il faut surtout ne pas prendre peur. Parce 1400, que je pense... combien là ? Il y en a combien hein des petits machins. Elle a dit 1400, je crois. Oui, 1400. Il y en a beaucoup. Pourquoi je dis ne pas prendre peur ? Parce que nous, je vais vous partager notre expérience en tant qu'investisseur et ce qu'on fait pour nos participations. Mais en fait, quand vous écoutez vos parties prenantes, vos clients, vos collaborateurs, vos actionnaires, en fait, vous avez déjà la réponse. Vous savez, ce qui est long, c'est de la mettre en forme. Donc, le point de conclusion, c'est ne prenez pas peur. Vous allez voir, c'est un peu long, mais vous allez devenir de plus en plus attractif. Comment on rentre dans le détail de ça ? Alain le disait, nous, on est un groupe d'investissement et d'innovation. On a été créé il y a 7 ans avec un enjeu majeur dès le départ, parce qu'on voulait être un investisseur pionnier pour avoir une finance engagée et responsable, et en partageant la valeur pour la redonner à notre écosystème, c'est-à-dire les entrepreneurs. En l'espace de 7 ans, aujourd'hui nous sommes 80, on gère un peu plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Qui l'a créé alors le fonds ? Et le fonds a été créé par 2 personnes emblématiques, Alain, qui sont Gonzague de Blinière et Clara Guémard. Mais depuis, de nombreux collaborateurs nous ont rejoints avec
le but de faire changer les choses, de réconcilier ce fameux monde de la finance et de la philanthropie. Et pour ça, on ne peut rien faire seul. On a la chance d'avoir cet écosystème unique où on a les grands groupes. La moitié des boîtes du CAC 40 nous ont confié leurs fonds, les grandes familles françaises et institutionnelles, justement pour financer les entreprises qui sont en croissance, mais de manière minoritaire. C'est-à-dire on ne prend jamais le contrôle des sociétés et on vient pour faire du minoritaire, mais très actif. Et ce que j'ai envie de faire là, pendant les 8 minutes qui me restent, c'est justement de vous partager ce qu'on sait faire, ce qu'on fait depuis le début, parce que c'est quelque chose que vous pouvez, si vous en avez envie, mais si vous êtes là ce soir, je pense que c'est le cas, dupliquer. Pourquoi vous pouvez le dupliquer? En réalité, c'est qu'en 2022, nous, on a pris comme BDO un tournant. On est devenu une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelque chose qu'on écrit dans nos statuts. Alors, Audrey, moi, je le dis avec mes mots. C'est des engagements que l'on prend pour l'interne et pour l'externe et qui, finalement, ça devient une boussole pour les décisions. Et quand on est dirigeant, on est souvent seul. Et avoir une boussole, c'est un bon cap. Et ce cap, nous, quand on se l'est fixé, ça a été 2 ans de boulot avant qu'on l'écrive, avant qu'on le teste. On s'est fait m'accompagner par le labo des mines pour voir le degré scientifique de ce qu'on allait faire. On a pris ces 4 engagements qui sont les suivants: partage de la réussite, la promotion de la parité, la mesure de la performance économique et sociétale. On est quand même des investisseurs et on doit rendre des comptes. Et je suis CFO, donc c'est aussi mon métier. Et le 4e engagement, c'est l'innovation. Parce qu'on ne peut rien faire si on ne se remet pas en question, même si j'ai compris qu'Alain n'avait pas innové depuis 30 ans pour le Wine Business Club. Et pourtant, ça marche. Voilà. Partage de la réussite, comment ça se matérialise? Chez nous, on a décidé, on est investisseur, on est pour aligner les intérêts avec nos investisseurs, on est intéressé sur la plus-value. Ça s'appelle le carried interest. Chez Raise, on a décidé de donner, et j'insiste sur ce mot, c'est du don, 50% de notre intéressement sur la plus-value à notre fondation interne qui s'appelle Raise Sherpa et qui est aujourd'hui devenue la fondation privée la plus importante de France dédiée à l'entrepreneuriat. En 7 ans, on a reçu 5000 startups. On en accompagne gratuitement 500, soit sous format de prêt d'honneur, 100 000 € à taux zéro, sans garantie, sans rien, soit en faisant du mentorat, tutorat avec des cadres de grands groupes. Tout ça gratuitement. Donc des fois, il faut bien choisir, est-ce qu'il faut l'argent ou l'accompagnement? Les entrepreneurs font souvent le choix de l'accompagnement parce que ça ne se vend pas de prix. Et en tout cas, notre motto, c'est finalement de rassembler les grands et les petits. Ça, je vous explique ce qu'on fait chez nous, mais après, vous, dans vos écosystèmes, vous pouvez certainement dupliquer de la même manière. Sur la promotion de la parité, on a un métier qui est professionnel, exigeant comme bien d'autres, mais qui était très peu ouvert à la profession féminine. Et nous, dès le départ, de par notre binôme de fondateurs, on a voulu instaurer ça comme principe de base. Donc aujourd'hui, on a autant d'hommes que de femmes à tous les niveaux hiérarchiques. Et ça, j'insiste sur tous les niveaux hiérarchiques. Et ça apporte énormément de différences. Et quand on fait un comité d'investissement ou quand on étudie un dossier d'investissement, d'avoir plusieurs prismes, ça amène à un résultat différent. Et quand on voit les dernières années qu'on a traversées, on est content d'avoir eu des prismes différents. Sur la mesure de la valeur économique et sociétale, c'est peut-être ce qui est le plus en lien finalement avec le thème du jour. Et là, on a voulu vraiment être exemplaire, même si on a compris qu'il n'y avait pas encore de normes qui faisaient place. Donc nous, on a développé notre propre méthode de mesure et de management de l'impact. Vous pourrez aller voir sur YouTube, on a essayé de la vulgariser, parce que plus les gens peuvent se l'approprier, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être utile. Et surtout, nous, comme on l'a conçu, et on a fait passé énormément de temps à y réfléchir, on voulait pouvoir, pour nos investisseurs qui investissaient 1 euro, pouvoir leur remonter tout un tas d'indicateurs, et pour autant, on est tout secteur. Donc il fallait pouvoir mesurer des boîtes qui ne sont pas du même secteur et pas du tout de la même taille. Donc c'était cette difficulté que je pense qu'on a franchie et qu'on remet en cause en permanence. Le dernier engagement sur l'entreprise à mission, ça a été l'innovation. Alors là, encore une fois, c'est du partage d'expérience, parce que selon la taille d'entreprise, de son business, bien sûr, il y a des cas différents. Nous, on a décidé de s'appuyer sur deux pieds, 2 jambes. Le premier, interne, on a créé le Raise Tech Lab, parce que finalement, l'innovation, ce n'est pas que celui qui est dans un bureau et qui est en charge de l'innovation ou de la R&D. Il faut associer toutes les parties prenantes. Et donc, au final, on a associé tous les référents de toute notre business unit, justement, pour qu'ils créent en chambre
ce qui sera demain, ce qu'on voudra généraliser au niveau de l'entreprise et surtout ce qu'on voudra voir naître au sein des prises de participation que l'on prendra. Et le dernier axe sur l'innovation a été extrêmement fort il y a 2 ans, puisque selon les activités dans lesquelles vous vous trouvez, souvent on a une cellule R&D, on sait que ça coûte cher, on sait que c'est long. Et souvent, quand les périodes sont plus difficiles, on ne veut plus mettre d'argent dessus. Et pour autant, l'innovation, c'est ce qui fera que vous garderez vos clients et que vous en aurez des nouveaux. Donc, il faut quand même pouvoir accélérer. Et donc là-dessus, nous, de par l'écosystème, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé un bâtiment de 3000 m² à Paris, à côté de République, qui s'appelle la Maison RaiseLab, où on fait se rencontrer grands groupes et start-up, justement pour qu'ils puissent se parler, se comprendre. Pas toujours facile, et puis surtout faire du business ensemble. Parce que finalement, quand on est plus petit, on est plus agile. Mais souvent, les grands groupes, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent prendre le contrôle de ces entreprises pour acquérir ce savoir-faire. Mais ça, nous, on ne les encourage pas, puisqu'ils vont casser le jouet. Donc pour ça, on a créé un lieu qui favorise finalement l'échange et qui permet la co-construction. Enfin, sur la partie management de l'impact, Audrey, tu parlais de durabilité. Et en tout cas, quand on est homme de chiffres, on aime bien le passif, l'actif, enfin des choses un peu basiques. Mais finalement, on pourrait aller, et je pense qu'on va se diriger vers ça, vers une forme de triple comptabilité, puisque aujourd'hui, quand on voit qu'on parle de révolution de la durabilité, finalement, tous les éléments extra-financiers, c'est pas pour que ça soit fastidieux, pour que ça fasse juste plaisir, parce qu'on a rempli des cases, c'est justement que tous ces angles extra-financiers, en fait, c'est quelque chose qui sert le business, parce qu'on doit toujours être orienté business, et puis qui crée de la valeur. Nous, on est assez convaincus qu'on va pouvoir monétiser également en fait, tous les éléments extra-financiers. Et si je vous donne quelques exemples, vous voyez, nous, on est investisseurs d'une société qui s'appelle Atelier de France. Pour vous donner un exemple, c'est ceux qui sont en train de repeindre la Tour Eiffel, c'est ceux qui rénovent l'Élysée, c'est ceux qui font la Maison Blanche. Voilà, ils font des bâtiments un peu d'exception. Et comme l'a dit Sabrina, on les a énormément accompagnés justement pour définir la politique et la charte des achats. Parce que quand on est dans le bâtiment, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc on a énormément agi là-dessus, et c'est comme ça qu'on gagne des appels d'offres. Si on ne fait pas ça, on n'a plus les appels d'offres de demain. Je peux vous prendre un autre exemple. On est investisseur des crèches Babylou, certainement plus connu que Atelier de France. Et là également, en fait, on est en train de voir comment on peut mesurer tout l'impact que ça a une crèche dans le cycle de vie d'un enfant. Parce que quand on sait que le cerveau se forme à 90% sur les 6 premières années et que globalement nos enfants ils passent entre 2 et 3 ans dans une crèche, c'est un moment qui est important. Et puis, ça aide aussi à un des 2 parents de retourner sur le marché de l'emploi le plus rapidement possible. Donc, quel est l'impact que ça a? Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein. Et celui peut-être où on est le plus fier, c'est que finalement, on n'est pas là pour regarder des parts de marché ou quoi que ce soit, mais on est plutôt pour ouvrir la voie. Et vous voyez, de plus en plus de nos participations aujourd'hui créent leur propre fondation, justement au moment des closings, pour partager la valeur et donner un sens très précis pour leur écosystème et le rendre plus vertueux. Donc ma conclusion, je l'ai donnée en intro, mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu long, oui, mais quand vous allez y passer du temps, vous allez collaborer et associer en fait les parties prenantes de votre entreprise, en fait, justement, vous allez l'aborder plus sereinement, cette fameuse révolution. Merci Robin. Arnaud, le cas BDO, c'est maintenant, avant les questions? Oui, le cas BDO, mais peut-être avant cela, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'effectivement, sans vouloir faire peur et sans revenir sur les éléments de réglementation qu'a exposé Audrey, moi je voulais parler d'une anecdote. On est convaincus, nous, chez BDO, qu'il y a un enjeu de société, de se transformer et d'adopter des modèles responsables. On en a cette conviction, mais je dirais, même pour ceux qui n'en ont pas la conviction, on pense que la durabilité va être un enjeu business, un enjeu de pérennité des entreprises. Et donc, je vais vous raconter une anecdote. Je participais
un congrès à Lyon avec des patrons d'entreprise. Et donc j'animais un petit déjeuner où je parlais justement de la société à mission et en quoi on trouvait que c'était un modèle extrêmement vertueux, en pensant que effectivement, le rôle de l'entreprise était d'avoir un impact au-delà de ses propres intérêts, d'avoir un impact plus large dans la société. J'avais face à moi un patron d'une entreprise, quelqu'un d'assez expérimenté, qui me regardait avec un air un petit peu circonspect sur ces sujets de responsabilité des entreprises et qui, à la fin de mon discours, me regarde et me dit de façon très directe « Je ne suis absolument pas d'accord, le rôle d'une entreprise, c'est de gagner du fric pour son actionnaire. » Et le bon sens près de chez vous. Exactement. Et donc, on commence un dialogue sur son activité. Donc, je lui demande effectivement quel est son business model, qu'est-ce qu'il vend. Et en fait, ce monsieur était propriétaire de 2 usines de production de détergents pour l'industrie hôtelière. Quand je lui ai demandé « mais quel est votre principal client ?» Il m'a dit « moi, mon principal client, c'est le groupe Accor. » Et en fait, après 5 minutes de discussion, on s'est quand même rendu compte que le groupe Accor venait de nommer Brune Poirson comme patronne de la RSE, qu'elle n'était pas venue pour rien et que effectivement les appels d'offres futurs du groupe Accor allaient être tellement contraignants en termes de responsabilité des entreprises que s'il voulait encore exister dans quelques années, même s'il n'était pas convaincu, de toute manière, il allait devoir transformer son modèle de production et adopter un business durable s'il voulait encore exister. Donc la durabilité, ce n'est pas uniquement un sujet de reporting, même si effectivement ça va être un accélérateur et les entreprises doivent s'y conformer, mais je dirais globalement, les parties prenantes vont mettre une telle pression sur les entreprises, que ce soit les clients, et Sabrina, tu le disais, la consommation responsable va être vraiment un mode de consommation qui sera prépondérant demain. Donc les clients, les fournisseurs, les actionnaires, la pression sera telle que les entreprises vont devoir se transformer. Alors maintenant, pour revenir à notre cas personnel, parce que nous aussi, on a notre enjeu et on a pris le virage de la durabilité. Donc on est devenu société à mission également il y a 1 an et on a pris 5 engagements, des engagements sur l'environnement. Alors même si en tant que cabinet d'audit et de conseil, on n'a pas une empreinte environnementale qui est importante, nous 80% notamment de nos émissions carbone, c'est les déplacements de nos collaborateurs. Donc on a pris un engagement sur la réduction de notre empreinte en limitant les déplacements de nos collaborateurs, en mettant davantage de télétravail, en rentrant dans une charte de relation avec nos clients pour limiter, vraiment se concentrer sur les déplacements qui sont indispensables. Vous savez, nous, nos réseaux, les dirigeants ont l'habitude de voyager, de passer leur temps dans l'avion. Donc moi, à titre personnel, voilà, je me déplace beaucoup moins qu'avant. Voilà les engagements qu'on a pris pour réduire cette empreinte. On a pris également des engagements sur l'inclusion, donc avec des objectifs de diversité. Les cabinets de conseil ont reproduit les mêmes générations de consultants depuis des années. Donc nous, on a décidé d'ouvrir le cabinet à des profils qui n'y avaient pas accès, en prenant des partenariats avec des solutions qui nous permettent d'avoir un recrutement plus inclusif, sans CV et qui permettent de valoriser l'ensemble des potentiels. On a pris également des enjeux sur la parité, qui est un enjeu de société. Et notre profession ne s'est pas forcément distinguée pour sa performance en termes de parité. On a pris également des engagements sur l'insertion dans les territoires. On a une responsabilité de favoriser l'emploi dans tous les territoires et on est présent. Donc, par exemple, on ne pratique pas l'offshoring dans notre cabinet. On va chercher des gens qui sont exclus de l'emploi, chômeurs de longue durée, puis on les forme dans notre académie, on leur offre un CDI. Et donc voilà, ça nous permet d'un côté de compenser les problématiques qu'on a dans le recrutement et de permettre à des personnes qui en ont besoin de trouver un emploi chez nous. On a également pris des engagements sur la santé de nos collaborateurs. Nos cabinets sont globalement des métiers qui sont engageants. Moi, je le dis, chez BDO, on ne pratique pas l'esclavagisme, donc on prend soin de nos collaborateurs et donc on a pris un certain nombre d'engagements sur le temps de travail, sur la qualité de vie au travail, pour offrir à nos collaborateurs un cadre de vie qui soit un cadre Audrey, de travail qui soit épanouissant. Non, mais elle est associée, donc c'est différent. Je suis pas salarié. Ouais, c'est vrai. Et donc enfin, et je pense que c'est le principal, un engagement sur la responsabilité auprès de nos clients. On pense que les experts comptables, les auditeurs, les avocats, les consultants ont l'oreille des dirigeants d'entreprise et donc c'est notre responsabilité de faire en sorte que nos clients d'aujourd'hui et nos clients de demain adoptent ces modèles responsables et donc on est heureux d'avoir fait ça ce soir. Il y a beaucoup d'indicateurs à collecter, mais il faut les adapter. Vous voyez, nous, on se l'applique à nous en tant que société de gestion, et après, on le duplique avec un niveau, un curseur différent selon la taille des entreprises. Pour répondre à votre question, nous, on utilise un outil qui s'appelle Reporting 21,
qui est assez généralisé, qui fait plutôt sa place de plus en plus, et c'était une de nos participations jusqu'il y a peu. C'est quelque chose qui peut prendre, si c'est correctement organisé, je dirais 1 jour par an pour collecter l'information. Après, ce qui est intéressant, ce n'est pas la collecte, c'est le management de cette information. Puisque aujourd'hui, c'était un peu le sens de mon propos, c'est un sujet qui est abordé au moins 2 fois par an en board, parce que ce qui compte, c'est collecter, mais après, il faut mesurer la trajectoire. Donc, si c'est organisé, c'est en mode SaaS, c'est pas si long que ça. Commentaire, Sabrina, non? Est-ce que c'est le cas? On parle 1 journée par an, bon, ça paraît jouable, quoi. Ouais, non, bon, en effet, chez nous, c'est un petit peu plus, ouais, c'est plus vaste, mais c'est intéressant, je suis totalement d'accord, ça dépend ce qu'on fait de ces indicateurs. Donc, ça veut dire qu'on ne le fait pas pour le reporting, mais par exemple, de collecter les informations sur l'émission de CO2 d'une certaine traite par avion, par rapport par la mer. Okay. C'est très intéressant pour nous aussi, et ça va dans la même direction de faire le tracking de coûts. Parce que donc, c'est ce qu'on trouve et que, enfin, on a totalement changé d'approche. D'abord, on était sur le coût de la production, maintenant, on est sur le landed cost. Donc, c'est vraiment sur le coût total, soit de côté financier, soit de côté de l'empreinte environnementale. Mais les personnes qui vont mettre ces données seront les mêmes qui vont les utiliser pour prendre des choix dans l'entreprise. Donc, il ne faut pas le voir en effet comme si on choisit les KPI qui sont utiles pour la société. Le vrai enjeu, c'est celui-là. Audrey, un commentaire? Je pense qu'effectivement, les propos de Sabrina et Romain sont justes. C'est qu'il ne faut pas se focaliser sur la finalité de l'indicateur et de tout le travail que ça peut générer, mais plutôt sur comment je vais faire pour le générer et quel choix je fais des indicateurs. C'est pour ça que tout le processus, que j'essaie de vous décliner simplement, est important pour arriver justement au choix d'indicateurs pertinents par rapport aux activités de la société. Donc toi, Arnaud, c'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça, ça va faire encore plus de travail pour ton entreprise? On ne va pas se réjouir que les choses soient complexes, mais oui, effectivement, je pense que moi j'ai peut-être un petit peu tempéré, mais c'est d'ailleurs des travaux qu'on mène avec les pouvoirs publics. Ça va être un investissement et clairement un choc pour les entreprises qui n'étaient pas concernées aujourd'hui et qui vont l'être demain. Les indicateurs dont on parle, c'est des données qui n'étaient pas forcément stratégiques pour les entreprises jusqu'ici. Donc il y aura un enjeu de qualité de données, de construction des architectures systèmes pour pouvoir capturer les données, en assurer la qualité et faire le reporting. Donc l'enjeu de conformité avec ce texte, quelque chose qui doit être pris très au sérieux par les entreprises et qui se prépare. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Alors moi, je pense qu'effectivement c'est une révolution. J'ai touché du doigt le sujet dans l'introduction, mais ce que la CSRD va emmener, c'est une transparence extrêmement importante sur la performance extra-financière des entreprises et sur le fait que la performance des entreprises va plus s'évaluer uniquement sur le prisme financier, mais maintenant également sur l'extra-financier. Et je pense que c'est une révolution dans le sens où cette information qui maintenant sera publique pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, donc une grosse partie de nos entreprises. Ça va amener les parties prenantes des entreprises, clients, salariés, fournisseurs, pouvoirs publics, à disposer d'une information qu'ils n'avaient pas avant. Et donc ça va nous amener, je pense, vers, et c'est bien là où je pense qu'il y a une révolution, un capitalisme des parties prenantes, où le pouvoir qui leur sera conféré sera extrêmement important. Et ils auront la capacité potentiellement de boycotter quand on regarde que Total, qui va sur le campus HEC, se fait boycotter par des étudiants avec des actions qui sont quand même très très fortes. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, même si effectivement la RSE ne date pas d'aujourd'hui. Donc il va y avoir une pression sur les entreprises qui sera telle que ça va, de notre point de vue, amener réellement les entreprises à se transformer, à changer la manière dont elles sont gouvernées. Nous, et d'ailleurs c'est une des raisons aussi pour laquelle on est devenu société à mission, on s'est doté d'un organe de gouvernance qui est à côté de notre directoire, mais qui est composé de clients, d'un professeur d'HEC, d'un fournisseur, des pouvoirs publics, et qui ont réellement un pouvoir sur les orientations stratégiques de la société. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui n'existait pas encore il y a quelques temps, et qui va s'imposer avec cette directive. Donc moi, je parle bien de révolution. Voilà. Sabrina ?
Alors, je pense que la taille, c'est totalement différent. Et peut-être c'est là la révolution. Donc, c'est vraiment... D'abord, on a eu des entreprises qui ont commencé, qui ont peut-être les plus sensibles, mais maintenant, on change. C'est vraiment, dans le monde entier, c'est vraiment un changement de culture radical qui remet en cause le système productif, le système, la stratégie des entreprises. Et ça, pour moi, je suis d'accord, c'est révolutionnaire. Audrey, la révolution. Il y a un côté de Che Guevara là-dedans. Je pense aussi qu'effectivement, il y a cette notion de seuil, d'abaissement des seuils qui va toucher beaucoup plus d'entreprises. Mais il y a aussi le fait que par capillarité, ce ne sont pas seulement les entreprises de plus de 250 salariés qui vont être touchées, puisque les entreprises de moins de 250 salariés sont parfois les fournisseurs de sociétés de plus de 250 salariés et elles vont devoir en fait fournir de l'information. Et c'est là où finalement on va bien au-delà des entreprises de plus de 250 salariés. Et c'est en ça que, pour ajouter au sujet de parties prenantes, il y a aussi tout le monde finalement va devoir produire à un moment donné cette nature d'information. Romain, donc c'est une chaîne vertueuse ? Oui, chaîne vertueuse. Et puis après, vous avez raison, madame. Selon l'ADN des dirigeants, le business model de certaines entreprises, elles ont toujours eu ça en elles. Donc, ce n'est pas une révolution pour elles. En fait, le sens de la réglementation, selon moi, fait en sorte que, et le consommateur surtout, qui est toujours notre client à tous, fait que c'est une attente. Et donc, c'est dans ce sens-là où ça va extrêmement vite. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut parler de termes de révolution. Parce que changer des groupes énormes en l'espace de quelques mois, années, parce qu'il y a du livrable à faire, c'est dans cet esprit-là, je pense, esprit révolution. Voilà, pour conclure, nous, je pense que malgré ce sujet réglementaire qui fait peur à certaines entreprises, parce qu'effectivement, il va y avoir du travail et une nécessité d'investir pour se conformer à ces textes. Nous, on pense qu'il faut voir la contrainte comme une opportunité. Les entreprises ont aujourd'hui une opportunité unique de réinventer leur business model, d'apporter de l'innovation en traitant ce sujet par le prisme de l'ESG. Et donc, on parle beaucoup d'environnement, on parle un peu moins du sociétal et on parle encore moins de la gouvernance. Donc, je pense que notre recommandation, c'est vraiment d'ouvrir l'entreprise. Je dis les parties prenantes auront un rôle de plus en plus important dans la société et dans la stratégie des entreprises demain. Et on pense que réellement, il faut prendre ce texte comme une opportunité pour les entreprises d'associer leurs parties prenantes, de diffuser la décision, de transformer réellement la manière dont elles opèrent et très facilement la conformité avec le texte se fera très rapidement. On espère qu'on a réussi à apporter un éclairage déjà réglementaire, aussi de donner du sens, de partager l'expérience d'entreprises qui ont démontré réellement des succès sur le sujet de la durabilité et d'arriver à convaincre ceux qui ne l'étaient pas encore que la durabilité est une opportunité pour les entreprises.